enlève mes habits, il commence à me toucher, il me fait des attouchements en fait partout sur le corps, mais vraiment jusqu'à des parties partout, enfin sans, enfin de manière complètement naturelle. C'est comme si c'était un dû de faire ça. Il me touche et il me pénètre aussi, tu vois. Ça, il me le fait à plusieurs reprises. Il me le fait plusieurs fois avec ce qu'il voulait. Des fois, ça pouvait être un objet comme, tu vois. Ça, il me le fait beaucoup de fois. Bonjour Anaïs, Bonjour, bienvenue chez Monsieur K. merci. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va, merci. Et voilà, donc sois à l'aise. Aujourd'hui, nous allons parler de ton histoire. Yes. Raconter ton histoire, ton passé. On va finir par ton présent, qui est le plus important. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est bien évidemment sans tabou. Hein. On va se dire les choses telles qu'elles sont. L'inceste. Yes. Waouh. Moi, je veux dire la vérité, avant ton histoire, je ne savais pas ce que c'était. Et aujourd'hui, grâce à toi, je vais découvrir ton histoire et en même temps, je vais découvrir vraiment la définition. D'accord? J'aimerais aujourd'hui que tout le monde puisse réellement savoir ce qui se passe chez nous. Quand je dis chez nous, parce qu'on est des Congolais, chez nous, chez les Congolais, mais sinon, avant tout, humainement parlant, je sais que ça peut arriver partout. Yes. Donc voilà, sois à l'aise, raconte-nous un peu ton histoire, dis-nous. Yes. Bon, alors, je vais me présenter du coup. Donc, moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en sciences de l'éducation. Et du coup, je vais vous raconter mon histoire. Alors, de manière périodique, j'ai envie de dire, parce que du coup, j'ai bien envie qu'on puisse comprendre les moments durant lesquels ça s'est passé. Mais du coup, il faut savoir que de base, j'ai eu une enfance relativement paisible. Hein. On va dire une enfance, je parle de 0 à 10 ans. Franchement, ça va, je suis pas à plaindre. J'ai une relation vraiment hyper fusionnelle avec mon père. J'ai des frères et sœurs. Enfin, tout se passe normalement. Donc de 0 à De 10 0 à ans, 10 ans, ouais. tout s'est bien passé. Oui, tout se passe relativement bien. On roule pas sur l'or, mais on est bien, on manque de rien. On va dire le contexte familial est propice. Enfin, il n'y a pas de... Et le souci, c'est que, en fait, pendant ce temps-là où ça va, moi, je cache un secret déjà, en fait. Déjà à partir de cette période-là. Parce que, justement, en fait, dans ma famille, il y a quelque chose qui est relativement tabou. C'est la parole. Vraiment. C'est que, à cette époque-là, on ne manquait de rien, on n'avait pas ce climat-là de, on va dire, de confiance, de liberté, de pouvoir exprimer ses sentiments, exprimer ce que l'on ressent. Donc, liberté d'expression. Voilà, La je dirais, communication. voilà, la communication. Certains sujets sont tabous, mais la parole en elle-même, c'est quelque chose de tabou aussi, en final. Parce que on n'avait pas forcément droit à la parole sur certains points. Et donc, du coup, le fait d'avoir grandi dans un contexte, dans cet environnement-là de tabou, je me suis moi-même rendue tabou. Tu vois. Et du coup, le premier drame débute à mes 7 ans. J'avais 7 ans à ce moment-là. Et en fait, avec ma famille, depuis que je suis petite, avec ma famille, on est beaucoup en lien avec la famille du côté de mon père, en fait. Et du coup, très souvent, on se voit régulièrement avec mes oncles. Oui, c'est la Voilà, familiarité, c'est la famille, voilà. les retrouvailles. Et ce jour-là précis, en fait, on se retrouve chez mon oncle, du coup, qui est marié à une femme qui héberge son père. Ok. Donc on parle de grand-père par alliance. Par alliance, d'accord. Okay. Donc tu étais chez ton oncle. Exactement. Qui hébergeait justement son beau-père. Son beau-père, ok. Là, le papa de sa femme. Exactement.
Et lorsque j'y vais là-bas, j'ai pas forcément de problème. Enfin, je suis avec mes cousines, etc. Mais c'est vrai que quand j'y vais, très souvent, j'ai cette puce à l'oreille parce que je sais pas comment expliquer, mais on ressent les choses. Même quand on est petit, on ressent que ce papy-là, il va avoir des gestes, des regards un peu bizarres, mais il y a tout. En fait, il le fait devant tout le monde, mais tout le monde ne voit pas sauf moi. Ok, donc il le fait juste envers toi. Ouais, juste envers moi. Et c'est hyper subtil parce qu'il faut savoir que j'ai grandi avec une maman hyper protectrice. Et ça, c'est des choses qu'il arrivait à faire en sa présence, mais qu'elle ne voyait pas. Et moi, j'étais la seule à le voir, en fait. Et même si j'étais dans un climat de confiance quand j'allais là-bas, je savais que ce monsieur-là, fallait pas que je le croise quand je serais seule, en fait. Et malheureusement, la première fois où ça arrivait, j'allais rejoindre mes cousines, en fait, dans leur chambre. En fait, pour arriver dans la chambre, il y a un couloir dans lequel il y a la chambre du grand-père en question et la chambre des filles. Donc si je vais dans la chambre des filles, je passe dans le couloir dans lequel se trouve sa chambre. Et j'arrive à atteindre la chambre de mes cousines. Et quand je sors, le face-à-face, tu vois. Le face-à-face avec le grand-père. Avec le grand-père. Au même moment, il ouvre sa porte et bah. Et on se retrouve tous les deux dans le couloir, en fait. Et je sais pas si c'est un état de choc, mais je suis... Bouche bée, tu vois. Et je pense que, avec le recul, je pense que du coup, bah, au-delà du fait que quand on est enfant, on est je dirais pas, bon, il y a une forme d'insouciance, mais on n'est pas, voilà. Il s'est dit que voilà, l'enfant, je peux la récupérer là tout de suite maintenant. Et au vu de ma réaction aussi, qui montrait que, tu sais, quand t'es en état de choc, t'es bouche bée. Enfin, tu peux pas. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire à ce moment-là, etc. Et lui, du coup, il m'appelle dans sa chambre. Il faut savoir que c'est un papy très, je te donne des billets par-ci, je te donne des bonbons par-là, etc. Donc c'est vraiment le papy que tu ne peux pas soupçonner. Et du coup, il m'appelle dans sa chambre. Et quand il ferme la porte, c'est le drame. C'est là que ça commence, tu vois. Ça commence là. Et ça va marquer en fait l'épisode de plusieurs fois où ces actes incestueux commencent en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la pièce? Yes. Ça c'est très dur, j'avoue. Hein. C'est dur, c'est pas évident. Même moi là déjà, t'as même pas encore commencé, je suis déjà même. C'est vrai que quand j'en parle, je survole. Je survole parce que ça s'est passé, hein, mais c'est dur en fait. Ouais. Je comprends tout à fait, mais comme je t'expliquais, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le même cas que toi. Et aujourd'hui, ce que tu fais, aujourd'hui, c'est un peu comme une délivrance pour eux. Bien sûr. Et tu seras vraiment considéré comme une porte-parole parce que beaucoup vivent encore dans le silence. Beaucoup vivent en fait ton passé, ton présent. C'est pour ça qu'il est très important de vraiment bien indiquer les détails, etc., pour qu'eux puissent se reconnaître à travers toi et qu'elles puissent aussi savoir que effectivement, si j'ai vécu ça, c'est pas bon. Elle a vécu la même chose que moi. Aujourd'hui, elle le dénonce. C'est-à-dire que moi aussi, je dois le dénoncer afin de pouvoir continuer à vivre librement. Donc très clairement, ce qui se passe dans cette chambre-là, c'est que... En plus, c'était vraiment une chambre hyper glauque. Ce monsieur-là, il était malade. Il avait du diabète, il me semble, à l'époque. Et donc, du coup, c'était vraiment une chambre médicalisée. Il faisait froid. Mais je me souviens, en fait, je vois encore son lit. Et en fait, il était sur son lit. Il me pose à côté de lui, tu vois, et il m'enlève mes habits, tu vois. Il m'enlevait souvent mes habits, etc. Parce que moi, j'arrive devant lui, je le regarde, je sais pas quoi faire, tu vois. Et il enlève mes habits, il commence à me toucher, il me fait des attouchements, en fait, partout sur le corps, mais vraiment jusqu'à des parties, partout, sans... de manière complètement naturelle. C'est comme si c'était un dû de faire ça, il me touche... Et il me pénètre aussi, tu vois. Ça, il me le fait à plusieurs reprises. Il me le fait plusieurs fois avec ce qu'il voulait. Des fois, ça pouvait être un objet comme, tu vois. Ça, il me le fait beaucoup de fois.
Prends ton temps. C'est pas évident. Prends ton temps. Merci. Ouais, donc du coup, il me le fait plusieurs fois. Et c'est ça en fait. C'est ce qui se répète, c'est à sa guise. Et surtout, ce qui me marque, c'est que quand il m'appelle, il me dit je vais prendre mon goûter. Et ça, c'est vraiment, c'est un fil conducteur parce que ça m'a marqué en fait. Et quand je vais expliquer les conséquences de ces faits-là, il faut savoir qu'au-delà des actes physiques, il y a ces paroles qui... Enfin, je veux dire, cette personne-là, en plus, on parle de faits qui datent. J'ai 22 ans aujourd'hui. Ça s'est passé quand j'avais 7 ans. Et entre-temps, ensuite, il est mort et je ne l'ai jamais revu. Mais je vous promets que je peux... Cette voix-là, elle ne sortira jamais de ma tête. Je l'entends. Rien que je parle, je l'entends. Il me dit, je vais prendre mon goûter. Et ça, c'est une phrase qui m'a déshumanisée. Tu vois ? Déshumanisée, c'est-à-dire... tu perds ton sens d'humain. Je sais pas, tu as l'impression que ton corps devient un objet. Un objet, ouais. Tu perds la valeur juste de ton corps, en fait. Et sur tous les points. T'as l'impression qu'on t'a volé quelque chose. Ouais, on te prend quelque chose. C'est pour ça que je disais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. On m'a volé quelque chose. Ce corps-là, en fait, je suis à l'intérieur de ce corps-là, mais il ne m'appartient plus. Et j'ai des souvenirs de ma mère qui me dit que, bon, avant que ces faits-là se passent, je suis relativement quelqu'un de pudique. Je suis pas, même à la piscine et tout, je suis pas quelqu'un qui... Mais ça, c'est comme ça, je suis comme ça, tu vois. Et le fait qu'on m'ait même pris ça, normalement, je montre pas mon corps à n'importe qui. Et lui, en fait, il m'a volé ça. C'est-à-dire que même avant de parler des actes qu'il avait faits, rien que le fait qu'on vienne me prendre, m'enlever mes vêtements, ça c'est marquant quand même, tu vois. Et ça se répète plusieurs fois. Et tout ça pendant que, enfin, il y avait vraiment tout le monde à ce moment-là. Donc c'est devenu une sorte d'habitude. Oui. Ben, j'y allais là-bas, je savais que ça allait être le fiasco. Je le sais très bien. Mais du coup, en fait, le fait de, je pense, avoir été baignée dans ce manque de parole, ouais. Tu vois. Parce que plusieurs fois, je me suis vue vouloir le dire, mais rattrapée par la peur de parler. Parce qu'on ne m'inculque pas cette dimension de communication, je me tais. Je me dis non. Et puis, au-delà de ça, au-delà de la communication, c'est fort parce que je suis en train de dénoncer une personne qui a une place de ouf dans ma famille. C'est le genre de personne à qui on ne peut pas sur qui on ne peut pas avoir de doute. C'est le petit papy, trop gentil, quand il nous voit, ah tiens, va balle. Le papy de tout le monde. Le papy de tout le monde, avec qui tout le monde rigole. Tu sais, et puis papy, respect de fou. Qui va me croire ? Je vais dire ça à qui ? Et même si à ce moment-là, j'ai un contexte familial assez propice, je ne parle pas avec ma sœur. Je ne parle pas avec mes frères. Je parle pas avec ma mère. J'ai des relations avec eux, hein, mais me poser, m'asseoir, parler, non. Non. Alors que, tu vois, ça, c'est des trucs que je pouvais voir avec mes amis, mes voisins. Je les voyais des fois, ils rentraient des cours, les parents qui demandent « Ah, comment ça s'est passé ta journée ?» Tu trouvais ça du coup bizarre? Bah non, moi, il n'y a pas ça, il n'y a pas de ça chez moi. Tu vois. Et donc, tout ça, ça me conforme dans... Et puis le fait le fait d'être relativement consciente des choses assez tôt, et bah, je me suis créé cette propre réflexion toute seule, tu vois. Et quand on est tout seul, et quand on est mal, etc., on se crée des fausses images, tu vois. Parce que le fait de garder son propre raisonnement, etc., et ses propres pensées, pas forcément des pensées, mais c'est garder ses propres questionnements, j'ai envie de dire, tu vois. On se crée des fausses réponses. Peut-être que des fois, ça fait du bien de réfléchir toute seule, mais je suis persuadée que même se mentir à soi-même. Ouais, on se ment à soi-même, on se crée parce que c'est des faux raisonnements au final. Quand je suis capable d'en parler aujourd'hui avec ma mère, lui dire « Maman, il s'est passé ceci, cela »,
je pense qu'elle a la réaction qu'elle aurait toujours eue, en fait, au final. Ça aurait été ma protection, au final. Mais moi, dans ce renfermement, parce que on m'a pas appris à communiquer, que je ne veux pas communiquer, que c'est une honte. Non, ma mère, elle va me taper. Ma mère, ceci, qui va me croire, qui ceci, qui cela, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça ce qui se passe. Et ça, c'est de manière... régulière. Pour te dire la vérité, je peux même pas compter le nombre de fois que ça s'est passé. Je ne peux pas. Tout ça s'est passé en combien de temps? Quand tu avais 7 ans? Jusqu'à quel âge? J'irai à peu près 8 ans et demi. 8 ans et demi, 9 ans, ouais. En même temps, même si tu m'aurais dit une semaine, c'est trop. Ouais, c'est trop. C'est trop, c'est trop. La suite, du coup, comment tu as vécu ça et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, vous avez déménagé, il a déménagé, tu ne le revoyais plus? À un moment, on se voyait plus. Enfin, à cette époque-là, déjà, il y a eu des problèmes au niveau de la famille, on se voyait plus trop. On se voyait plus trop, et puis moi, ça m'arrangeait bien parce que je voulais plus mettre un pied là-bas. Donc après, je l'ai gardé dans mon subconscient, mais comme on le voyait plus, bon, on passe à autre chose. Tu sais, quand t'as une cicatrice et que tu veux mettre un pansement à la place, au lieu de le bander. Je savais qu'il y avait une plaie, mais je me suis dit... Tu voulais rapidement passer à autre chose? Ouais, on va passer à autre chose, je le vois plus. Personne va m'écouter, allez, on passe à autre chose. Sauf que ça m'a rattrapé. Ouais. Et puis je réalise pas forcément ce qui se passe aussi. Parfois tu te demandes si c'était réellement arrivé. C'est ça, en fait, je pense que c'est un traumatisme. Et souvent les traumatismes, on a du mal à incorporer que ça s'est passé. Donc des fois on va avoir des flashs, on va se dire mais c'est un rêve? Ou ça s'est vraiment passé? Tu sais, des fois il y a des moments où je dormais, je me réveillais en sursaut. Je me disais non, ça s'est pas passé. Et j'ai eu cette forme je pense que ça, et là, avec du recul, quand j'en parle, je pense que cet effet de déréalisation, il s'est manifesté à ce moment-là, en fait. Parce que quand je grandis aussi, souvent, il y a des choses que je vais faire, il y a des moments que je vais passer, je vais pas les réaliser. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai l'impression que des fois, il y a des moments que je peux passer des moments avec ma famille, avec mes amis. Je te promets, des fois, je vais me taper. Je vais me dire, c'est en train de se passer. Tu vois? Et plusieurs fois, ça arrive, je fais des rêves par rapport à ça. Je me dis... Et puis, je grandis en me disant que c'est peut-être pas arrivé. C'est peut-être moi qui... Ou alors, c'est peut-être pas grave. Il m'a juste touché, quoi. Tu vois? T'essayes de banaliser ça. J'essaye de banaliser, exactement. Et je rentre dans une grosse forme de... Et je pense que c'était ma protection aussi. Tu vois? Des fois, quand on est face à des choses qui nous font mal, je pense qu'on est souvent à la quête d'un raisonnement qui nous protège. Tu vois? On essaie de se protéger. Oh non, c'est pas grave. Oh non, c'est rien. Mais ça, c'est une forme de protection. Consciemment comme inconsciemment, on se protège en fait de ça. On préfère le banaliser parce que si on rend grave la chose, on va prendre conscience de cette chose, tu vois. Et c'est comme ça que je grandis à cette époque-là, mais bon, je suis vraiment de cette époque, de mes 0 à mes 10 ans, voilà, j'ai ce secret-là, mais je l'occulte à ma manière, en fait. Ouais. C'est très grave. C'est très, très grave ce que tu racontes. Et je t'encourage vraiment, et vraiment, respect pour ce que tu fais, surtout à visage découvert. Et si tu t'en rappelles, à ce moment-là, quand ça s'est arrivé, qu'est-ce qui te passait par la tête? À qui pensais-tu? Tu pensais peut-être à ce que quelqu'un vienne, ouvre la porte, ou peut-être quelqu'un qui vienne te sauver pour interrompre? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Clairement. C'est ça, tu relèves un point important parce qu'il a eu énormément d'impact. J'en voulais énormément mes parents. En fait, j'avais des formes de blessures que j'expliquais par autre chose. Mais c'était ça, en fait. Parce que quand j'étais dans cette chambre-là, ce qui se passait, c'était tellement gros que je me disais, mais... Pourquoi ils Au étaient fond de mon cœur, je me disais, disais, ils étaient où? Enfin, je veux dire... C'était une prison, en fait. Je te promets, c'est une descente aux enfers. Quand je rentrais dans cette chambre-là, je me disais, mais il n'y a personne qui voit que je rentre là. Il n'y a personne qui va se dire... Personne qui remarque que je suis plus là. Que je suis plus là, tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais... Je passe quand même
de très longues minutes avec ce monsieur-là. À aucun moment, il y a quelqu'un qui se dit, bah... Oui, Anaïs. Et au fond de mon cœur, je me disais, mais j'avais toujours, mais vraiment tout le temps l'espoir qu'il y en ait un qui tape. Quitte à ce que ce soit l'embrouille générale et que ça... Et je voulais, parce que de moi-même, j'y arrivais pas. Voilà, si je comprends bien, tu voulais vraiment que ça se passe sur un flagrant délit. Exactement. Ah oui. Pour que tu ne... Bah oui. Parce que de toi-même, tu n'aurais pas eu le courage de parler, donc tu voulais vraiment que ce soit un flagrant délit pour Je ne parle pas. J'ai peur. On va pas me croire. Forcément. T'espères qu'on te chope sur les faits. Comme ça, tu peux pas nier, tu peux pas... Parce que moi, à ce moment-là, j'ai pas de la force de parler, en fait. D'accord. Ouais. Et voilà, et ensuite, tu as mené ta petite vie. J'ai mené ma petite vie et en gardant en tout fuyant ça. le passé. En fuyant le passé, sauf que... En croyant le fuir, ouais. On fuit le passé. Sauf que, ouais, je retombe dans des mauvaises choses. Et c'est relativement tôt, hein. C'est les événements s'enchaînent. C'est à quel âge, du coup Oui, voilà, le prochain. Le prochain événement. 10 ans et demi, 11 ans. 10 ans et demi, 11 ans, ça... C'est chaud, hein. Très chaud. C'est chaud. Et surtout, moi, je l'ai vécu relativement jeune. Je pense que j'ai pas d'enfant encore, hein, mais si je peux me permettre, je pense aussi qu'il y a une sensibilisation énorme à faire au niveau des parents. Tu vois ? Parce que l'enfant, certes, on pourrait dire parle, mais est-ce que l'environnement est propice pour que l'enfant puisse libérer la parole ? Tu vois ? Et tout à l'heure, quand je te donnais l'exemple de ma voisine qui disait alors comment ça se passe ta journée, ça commence par des futilités. Mettre à l'aise l'enfant, parce que alors nous on vient d'une culture où à partir du moment où l'enfant il va à l'école, il a à manger, ça suffit. Sauf que nous ici, c'est pas des besoins primaires à proprement parler. Nous on est à l'habitude d'aller à l'école. On connaît pas la galère de ne pas aller à l'école, de devoir payer pour aller à l'école, on connaît pas tout ça. On a besoin de plus. Et quel climat vous instaurez chez vous, en fait ? Donc c'est le climat qu'on instaure chez nous qui est très très important. Clairement. Pour moi, c'est capital. Je me prononce pas trop dessus parce que j'ai pas eu cette expérience de parent, mais j'ai été l'enfant. T'as été l'enfant. Justement, aujourd'hui, à travers toi, les parents ils vont savoir réellement comment s'y prendre maintenant avec les enfants. Parce que ce qui t'est arrivé peut aussi arriver à leurs enfants. Et c'est ça, en fait. Je me dis que j'ai quand même le droit à la parole sur ça parce que c'est important, le climat. Quelle relation vous avez avec votre enfant ? Moi, ça me choquait tout le temps de me dire que quand j'allais chez mes copines, etc., mais les parents et l'enfant, il y avait aucun tabou. L'enfant, s'il voulait dire maman, j'ai un copain à table, n'importe quoi, mais il n'a pas peur. Même si après la mère elle va lui dire oh, on dit pas. Mais l'enfant, il est baigné dans ce climat-là où il se dit j'ai le droit à la parole. Tu vois ? Et moi, ça a été l'inverse. Donc c'est vraiment la question, c'est quel climat on instaure chez nous ? Un climat de confiance ou un autre climat ? Tu vois ? C'est un peu ça le truc. Ensuite, en aparté, il y a d'autres événements qui viennent au-delà de ce que je vis en tant que petite fille. Du coup, c'est à peu près après mes 10 ans, donc je dirais mes 11 ans, même si dans la période de mes 10 ans, ça commence un peu à être catastrophique, le climat familial, il pète. Ouais, là, c'est la débandade totale. Franchement, mon père s'en va. Il s'en va, il nous abandonne, c'est de l'abandon. Et quand la tête part, derrière aussi, ça ne suit plus. Donc on se retrouve abandonné. Et particulièrement moi, parce que j'avais une relation fusionnelle avec mon père. Et j'ai jamais compris, en fait. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que, malgré les problèmes qu'il pouvait y avoir entre mes parents, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que, indirectement, il s'en est pris à nous. Parce qu'en partant, tu pars pour un conflit ou autre, j'en sais rien, mais indirectement, nous, on n'y est pour rien.
mais tu nous fais payer, nous. Du coup, tu l'as pris comment ça? Tu l'as pris comme une trahison, comme... C'était le chaos, j'ai été détruit. On m'enlève ma figure affective, ma figure d'attachement. Celui par qui je vois. Tu sais qu'en plus, quand t'es petite, ton papa, c'est ton héros. C'est ton héros. Ton papa, c'est l'assurance. Quand il est dans une pièce, je me sens en sécurité. Et ça... L'insécurité du... Insécurité totale. Insécurité totale et toujours dans l'incompréhension, je me dis, mais... Des fois, quand je grandissais, je me disais, mais... J'ai dû faire quelque chose à mon père, peut-être. Peut-être que j'ai dû faire quelque chose. Et je me questionnais, je me disais, mais... Pourquoi? Parce que je me disais, mais si papa est parti, c'est forcément j'y suis pour quelque chose. Parce que s'il y avait que quelque chose avec maman, il y aurait eu quelque chose avec maman, alors pourquoi moi je paye aujourd'hui, tu vois? Pourquoi aujourd'hui je me retrouve sans père? Je me retrouve abandonnée. J'ai plus d'identité à ce moment-là. Je te le dis clairement, j'ai plus d'identité parce que je voyais tout par mon père. Et je sais plus qui je suis. Et en fait, cet abandon affectif, ça a été la porte d'un... Je sais pas comment dire, mais tout a ressurgi en fait. Quand j'ai eu mal par rapport à l'abandon, ça a fait ressurgir des blessures que j'avais déjà d'avant par rapport au viol. Tu vois. Et c'est à ce moment-là que tout commence à... C'est comme ouais, le stockage, il commence à être plein là. Là, je commence à me dire, ah oui, ça s'est passé. Et j'en souffre énormément parce que l'abandon affectif, ça a eu tellement de répercussions sur ma vie, dans mes relations amicales comme autres, hein, frère, tout ce que tu veux. Je ne fais confiance à personne. Mon père m'a abandonné, toi t'es qui pour ne pas m'abandonner? Mon géniteur m'a abandonné, tu penses que c'est toi, ami, frère qui va pas... Tout le monde pouvait t'abandonner. Tout le monde, et je suis rentrée dans une peur de l'abandon, mais tu peux même pas... La majorité de mes relations, elles ont été très compliquées parce que j'étais invivable. J'avais tout le temps besoin d'être rassurée, tout le temps. Qu'on te le dise. Ouais, qu'on me le dise, qu'on m'aime, que voilà. Parce que, abandon, parce que pour moi, la personne, elle part à tout moment. Et ça, c'est dur, hein, parce que tu vis pas tes relations. T'imagines, tu es dans une relation où tu te dis, tout ce que je fais, t'es dans une forme de... t'as envie de plaire tout le temps, constamment à la personne, et ce que tu fais lundi, c'est pas assez. Faut que tu redoubles mardi pour que mercredi, ça n'en aille pas, et jeudi, c'est pas assez, et on continue comme ça. Tu commences à te créer un personnage. Je me crée clairement un personnage. Et chaque personne que j'approche quand je suis à côté d'elle, la première question qui me vient à l'esprit, c'est purée, mais qu'est-ce que je lui apporte? Qu'est-ce qu'une personne comme ça fait avec moi à côté? Je t'apporte quoi? Franchement, ouais. C'est compliqué. L'abandon affectif, paternel du moins, c'est surtout... Je pense que les parents sont des figures, en fait, pour les enfants. Et le fait de m'avoir enlevé cette figure-là, ça a été trop compliqué. Et là, je pense que je commence déjà à partir dans ma tête. Ah, là, ça... Là, ça... J'arrive au collège, en plus, tout doucement. Dans ma tête... c'est ce qui se passe, je peux même pas... Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es dit, bon, mon père est parti, ouais. J'ai plus rien à perdre. Mon père est parti, on a des problèmes à la maison. Qu'est-ce qu'il peut avoir de pire? Qu'est-ce qu'il peut avoir de pire? Et relativement assez tôt, je me pose des questions du type, mais est-ce que ça en vaut la peine? De vivre? Ouais. Je suis grave petite et t'as vu tout ce qui s'enchaîne? J'ai fait quoi? Enfin, j'ai rien demandé, tu sais, je suis née... Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu penses quand même à ta mère, à tes frères? Parce que vous êtes une grande famille quand même. C'est vrai, mais la relation que j'avais avec eux, elle n'était pas aussi profonde à ce moment-là. C'est vraiment... Je vais employer un terme hyper... C'était cordial pour moi. En tout cas, au revoir. Bonjour, au revoir. Alors, c'est pas forcément le terme, voilà, c'est bonjour, au revoir. Ah. Ça va, Naïs? Oui, ça va. Lève-toi le matin. Mais il n'y a pas cette relation de « Ah, ma fille, ça va? On peut parler? Ah, ma sœur, ça va? On peut parler? Comment tu vas? Ça va à l'école? Comment tu te sens? Ouais. Comment tu te sens? Tu te sens bien?
C'est justement ce que tu as relevé tout à l'heure, c'est des questions peut-être banales, Ouais. mais très importantes. Hyper important, c'est capital. Surtout quand l'enfant se forme. Parce que c'est comme des petites pierres qu'on installe, c'est la base de la communication, mais plus tard, l'enfant grandit et il grandit avec ce raisonnement-là. Donc le fait de grandir avec ce raisonnement-là, ça découle d'une autre réflexion plus tard. L'enfant, quand ce sera pas ça va à l'école, ce sera ah oui maman, faut que je t'explique, il se passe ceci. Vous vous rendez compte quand même que c'est un petit aparté, mais on se rend compte que même à l'école, les enfants qui se font harceler, ils parlent pas. Mais pourquoi est-ce qu'on réfléchit pas pourquoi est-ce qu'on peut pas réfléchir à la communication qu'on peut avoir avec nos proches en fait, surtout avec nos enfants. Tu te rends compte, enfin, je sais pas si on se rend compte quand même que si j'avais été relativement initiée dans ce climat de communication, et vous pensez pas que j'en aurais parlé avec ma mère? Et elle a même pas, je pense qu'il y aurait même pas eu de prochaine fois. La première fois il m'aurait attrapé, j'aurais crié. J'aurais fait un truc, j'aurais essayé, en fait, j'aurais alerté, tu vois. J'aurais relativement alerté. Le manque de communication, ça crispe, ça renferme. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au collège du coup? Tu m'as dit que ça commençait à partir un peu en cacahuète. Oui, bah alors là, je suis en quête d'identité, un manque, en carence affective. Il y a un manque, il y a quelque chose que, voilà, j'ai envie de me faire remarquer. Donc là, je rentre au collège, puis la période de collège, c'est pas forcément la meilleure. Quand tu dis que tu as envie de te faire remarquer, ça veut dire que tu as envie de te faire remarquer pour que les gens ne puissent pas connaître ton passé? En fait, sonnette d'alarme. Moi, je peux pas parler, mais peut-être que si je me comporte de cette manière, ça va alerter des personnes et peut-être qu'ils vont me donner l'occasion de me libérer. Justement, ok, Ouais. d'accord. Ouais, clairement, là, j'ai un personnage à ce moment-là. Parce que je sais très bien, de base, je suis pas cette jeune fille qui fait n'importe quoi, non. Moi, je suis calme, enfin, je suis posée dans la vie, tu vois. Même mes frères le diront, j'ai jamais été cette petite sœur chiante. Non, mais à ce moment-là, j'ai besoin qu'on puisse me comprendre. Et pour moi, ma seule manière de communiquer à ce moment-là, c'est effectivement de faire du bruit. De faire du bruit. C'est une sonnette d'alarme, clairement. Donc si je comprends bien, en fait, en faisant du bruit, en faisant n'importe quoi, en faisant des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, tu t'attendais à ce qu'au moins une personne puisse venir vers toi pour te demander mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis pareil? Oui, c'est exactement ça. J'avais besoin en fait. Clairement. Donc on te donne une perche en fait. Exactement. Je te promets, c'est vrai. Je voulais que quelqu'un me dise, au-delà de me sanctionner, quand est-ce que quelqu'un est se poser pour se dire, là il y a tout ça, mais qu'est-ce qui se passe dans le fond? Il y a des jeunes qui sont en souffrance aujourd'hui. Alors, ça n'excuse pas tout, mais il y a des jeunes qui sont en souffrance. Ils cherchent à tirer l'alarme en fait. Ils se disent, mais oui, sanctionnez-moi, mettez-moi une heure de colle, conseil de discipline, ce que vous voulez. Mais le plus important, convoquez-moi, demandez-moi ce qui ne va pas. Pourquoi en fait? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il n'y a aucun acte sans raison. Il n'y a aucun acte sans raison. Surtout à cette période-là d'adolescence, tu te cherches. Et c'est ça, moi, qui m'a manqué, c'est que on me sanctionnait souvent, conseil de discipline, exclusion, mais ça me redonnait envie de faire la même chose. J'ai pas ce que je veux, donc je vais refaire la même chose. Donc là, je rentre dans une période où voilà, j'enchaîne les bêtises, j'enchaîne les heures de colle, les punitions, et en même temps, du coup, je retombe dans un autre épisode traumatique. Ça recommence. Et là, par contre, c'est avec mon cousin. Encore un membre de la famille. Donc, ouais, encore un membre de la famille. Mon cousin, ouais. Et ça se passe plusieurs fois. Ça se passe chez moi. Qu'est-ce qui se passe plusieurs fois? Les actes incestueux, en fait. C'est des actes sexuels. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et tout ça, toujours aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde. C'est des pénétrations, c'est des attouchements. C'est encore les mêmes choses, tu vois. Et j'ai pas la force de dire non. Pourtant, je m'étais dit, je me souviens me dire, relativement jeune, prochaine fois, il n'y aura plus jamais de prochaine fois. Je crie, prochaine fois. Prochaine fois, je crie.
Je l'attrape, je lui Je fais mal, l'attrape. je griffe, je Ouais, fais quoi? Tu agis. j'agis en fait. Et je m'en suis tellement voulu de ne pas avoir eu la force de parler à ce moment-là. La première fois que ça s'est passé. Que je me suis juré que si ça se reproduit encore une fois, peut-être pas en parler, mais je vais crier, j'en sais rien. Et finalement, non. Non, parce que du coup, au-delà de porter le fardeau du présent, je porte encore des fardeaux que j'ai même pas. Tu sais, c'est comme si tu avançais avec un sac avec des pierres. Tu penses avancer, mais plus tu avances, tu rajoutes une pierre au lieu de faire l'inverse. du coup, tu as dit que c'était chez toi et que c'est ton cousin. Donc j'imagine que c'était un cousin proche, peut-être? Oui. Comme un meilleur ami, un peu? Meilleur ami pour moi personnellement, non, mais c'est voilà. Après, il était relativement très proche de mes frères, tu vois. Très proche de mes frères. Et puis, son père était très proche de mon père. C'était de la famille. Parce que son père et mon père sont des cousins. Et c'était vraiment la famille très très proche. Très très proche. Son père, en fait, il était devenu mon deuxième père. C'est-à-dire que avant, même lorsque j'étais très très proche de mon père, et cet oncle-là, ça a toujours été mon oncle favori en fait. Et quand du coup j'ai dû me séparer de mon père, enfin quand mon père est parti, ça a été 2 fois plus. Ça a été vraiment ce papa-là, pas à son âme, mais c'était vraiment le papa en fait, tu vois. Et donc c'était une famille très très proche, bien sûr. Très très proche. Ouais. Très très proche. Et c'est ça qui était un peu plus douloureux pour moi, c'était que à chaque fois je disais mais à un moment je me rappelle pendant qu'il me faisait ces choses, je le regardais genre en mode ce que je ressentais dans mon corps, je disais mais pourquoi toi? Parce qu'en fait là quand je prends du recul, je me dis je savais qu'il allait s'en tirer. Pourquoi? Parce qu'il avait mon silence. Il avait mon silence et moi je me suis moi-même incorporée, je me dis mais en gros c'est fais ce que t'as à faire, de toute façon tu sais très bien que j'aurais pas la force de parler. Qui va me... Enfin, non. Et pareil, hein, j'imagine qu'à ce moment-là aussi, tu t'es senti délaissé. Là, du coup, tu avais pris un peu plus d'âge. Tu avais 13 ans 11 ans à et ce demi. moment-là? 11 ans et demi? Ouais. Quand même. Et du coup, quelle a été la différence avec lui comparé à la première fois? Niveau ressenti. Alors, plus de colère, plus de haine, plus de ouais, rage, plus de... il y avait plus de peur. Plus de peur et plus de haine en fait. Mais pas envers lui. C'est ça qui est marrant. Pas envers lui. J'avais une haine envers moi-même. En fait, j'avais une colère à l'intérieur de moi-même parce que pour moi, je n'étais pas capable de te protéger toi-même. Voilà. Et en fait, le truc, c'est ce que je disais, c'est que je suis relativement consciente depuis mon très jeune âge de ce qui m'entoure, tu vois. Euh, et c'est des choses que je me dis, enfin, quand tous ces actes-là passaient, je me disais, mais il faut que je fasse ça. Je sais ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Mais pourquoi j'y arrive pas? Et à vouloir et pouvoir. Et je m'en voulais. Parce que même des fois, je me rappelle, j'aimais trop être dans ma chambre. Et devant mon miroir, je mettais la chaise. Moi, je parlais toute seule. Quand il fallait que je parle à quelqu'un, c'était moi-même. Je parlais avec personne. Et je me regardais, je me disais, mais... Tu dis ça, mais tu vas pas le faire. Mais pourquoi tu stoppes pas? Je disais, mais c'est marrant de parler, mec. Ça te fait mal, ce qui se passe. Pourquoi tu fais pas? Il y a des moments où je le regardais, je lui disais, s'il te plaît, non. S'il te plaît. Tu parlais quand même. Des fois, je lui disais, s'il te plaît, non. Tu vois? Et quand pour tu moi, disais d'arrêter. Ouais, même quand ça se passait. Il me faisait. Des fois, ça procure aucun plaisir. C'est une torture en fait. C'est une torture. Non seulement émotionnellement, mais physiquement, c'est une torture. Je disais non. Ça pouvait m'arriver de lui dire s'il te plaît, non. Mais je m'en voulais parce que même moi, pour moi, le s'il te plaît, non, comme il n'avait pas d'impact, c'était rien.
Et je retournais dans ça, je me disais non mais... Et puis il y a des moments, qu'est-ce que tu veux faire? Et quand ça s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand ça s'est arrêté, là c'est vraiment le... Quand je revis les moments, je me dis c'est vraiment crescendo. C'était vraiment... Tu sais, il y a les gens, leur vie, c'est... Là, c'était... En lien avec le collège, toujours. C'est là où je fais ma première tentative de suicide. Lui, quand il finit, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il fait ce qu'il a Il à reste faire. avec toi pour parler, pour te divertir un peu, ou il part direct? Ah non, il part. À ce moment-là, vous vous retrouvez que vous deux à la maison? Et je me souviens même d'une fois, vraiment là, qui m'est revenu en flash. Ces actes-là se sont passés dans ma chambre. Il y avait ma cousine à côté. Dans la même pièce? Dans la même pièce. Il y avait ma cousine à côté, ouais. Et elle était sous le choc, tu penses? Elle était sous le choc ou elle était complice? Elle était... Je sais. Elle avait quel âge? On avait le même âge. Mais... Et lui, il avait quel âge, le cousin? À cette époque-là, je pense, je dirais... 16-17. Ah ouais. Lui, il était déjà conscient. Ouais, il était déjà conscient de ce qu'il faisait. Mais ma cousine était là, mais j'arrive pas... Vu que, je te dis la vérité, j'ai pas vu son regard. Mais je pense que tu dois te douter de ce qui se passe. Et je sais pas si c'est un état de choc qui fait qu'elle a pas réussi à se retourner. Tu sais, on était sur le lit, on était tous du côté... on était tous du côté du côté gauche. Et il y avait elle, moi et mon cousin. Et cette personne en question. Et je sais pas si c'est l'état de choc qui a fait qu'elle s'est pas retournée. Mais en tout cas, elle était là, tu vois. Peut-être parce qu'elle aussi, elle était victime. Et c'est la question que je me pose jusqu'aujourd'hui. Mais comme il y a ce tabou-là, tu vois, par exemple, des fois, avec le monsieur, là, le grand-père, je peux te persuader que à plusieurs reprises, parce que j'ai vu mes cousines sortir de cet endroit-là, à plusieurs reprises, et rien que dans le regard, on parlait pas, hein, mais dans le regard, vous saviez, on savait que la personne, que elle venait de vivre ce qu'on a l'habitude de vivre, tu vois. Mais comme on n'arrivait pas à l'exprimer, et je me suis toujours posé la question si elle aussi, tu vois. Et c'est pour ces personnes-là aussi que je le fais. Donc c'est une habitude. Ouais. C'est pour elles aussi que je le fais parce que je sais que moi j'ai le courage de parler aujourd'hui, mais j'ai des cousines qui l'ont subi aujourd'hui, j'en suis persuadée, elles ont jamais eu la force d'en parler. Tu vois. Et c'est pour elles aussi que je le fais, vraiment. Que je porte aujourd'hui ce fardeau, non seulement pour moi, je vous cache pas, hein, mais pour elles aussi. Il faut en parler. Vous êtes toujours en contact? Pas souvent, mais oui. Ok. Ouais. Au vu de tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui s'est passé, du coup, tu as eu les idées noires qui te passaient par la tête? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je dirais plus que les idées noires se sont matérialisées. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est que je ressors d'un rendez-vous avec ma mère, en fait, chez la CPE, parce que Nana fait des bêtises, etc. Et en fait, ma mère, à ce moment-là, elle cherche même pas à comprendre, tu vois, elle est très énervée. Je comprends, elle est loin de s'imaginer tout ce qui arrive, tu vois, je condamne pas ma mère. Hein. Mais du coup, on ressort de ce rendez-vous-là et, tu sais, j'avais envie qu'elle me dise, je sais pas pourquoi, mais je ressens... Qu'est-ce qui t'arrive de secouer, tu vois, je vois cette image-là, je nous vois encore devant le collège et je me dis, et j'ai besoin qu'à un moment, elle me dise, mais Anaïs, ça fait plusieurs fois que je vais chez ta maîtresse. Ça fait plusieurs fois que je vois ta CPE. Qu'est-ce qu'il y a en vrai, ma fille? C'est-à-dire que je sais que t'es ma fille, t'es ma petite fille calme. Je t'ai jamais vue. Enfin, je sais que il y a des choses que je faisais, mais on sait que c'est pas moi. Comme frapper une prof. Je frappe même pas une araignée, moi. Je fais rien, je suis pas violente. Tu vois, et il y a des actes que votre enfant peut poser, tu te dis, mais c'est questionnant quand même, tu vois. Je sais pas, en tant que papa, des fois, tu dis, ma fille, c'est bizarre, tu vois. Et quand on sort de là,
j'ai envie qu'elle me dise ça, mais bah non. Et en fait, c'est à ce moment-là que les idées noires se matérialisent. Là, en fait, à partir du moment où on sort de ce lieu-là, où je me fais du coup crier dessus, etc., on devait prendre le bus ensemble. En fait, au lieu de prendre le bus, il y avait une piste cyclable juste à côté. Elle devait continuer à droite. J'ai pris à gauche, j'ai couru. J'ai couru de manière à ce qu'elle puisse jamais me rattraper. Je cours. J'entends me crier « Anaïs, Anaïs !» Je cherche même pas à comprendre, je cours. Va savoir avec quelle adrénaline. Je cours. Et j'arrive dans un endroit où du coup, je me suis dit « Allez, c'est la fin. C'est fini. Là, c'est fini. Je veux plus. Je veux plus. » Parce que là, je rentre pas... Voilà, je donne les grandes lignes. Hein, mais il y a des choses qui se passaient dans le fond où je disais « Non, c'est trop. Je suis toute petite. Tu mérites pas tout ce que tu vis. Je mérite pas tout ce que je vis, moi. » Et surtout, ce qui me faisait beaucoup de la peine, c'est que j'avais un entourage hyper sain. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu vis avec des personnes... Enfin, tu côtoies des personnes... Rien que de se voir à l'école, quand il s'agissait de parler de leurs problèmes, je les regardais. Je les écoutais, mais je me disais, mais à quel moment je parlais du mien ? Parce que si ton problème, c'est parce que tu as eu 19,5 au lieu de 20, si ton problème, c'est parce que tu été privé de dessert et que, voilà, et que tu parles plus à ton papa parce que c'est ça, moi, je te dis la vérité carrément, des fois, pour être dans le truc, je m'inventais des problèmes. Je m'inventais des petits trucs, tu sais, genre, tu vois, genre même quand on... Ils disent aussi, voilà, toi aussi quand même t'as des problèmes. Voilà, j'ai des problèmes, ou je suis dégoûtée, on devait partir en Grèce, mais on n'y va plus. Ah oui, moi aussi, je devais partir en vacances, mais ça se fait pas. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, je m'inventais des trucs. Parce que j'avais cette envie d'appartenance, en fait, qui relevait de cette carence d'identité. J'avais plus d'identité, tu vois. Et donc, du coup, ouais, j'arrive devant un Morbrand, en fait, en hauteur. Et là, je me dis, c'est bon, j'y vais. Mais je sais pas comment expliquer, mais tu sais, comme je te dis, j'y vais, je parlais vraiment comme ça. Je dis, oui, c'est bon, on y va. Et en fait, j'arrive là et les voitures passent, les voitures klaxonnent, mais personne n'a le réflexe de venir réellement s'arrêter, me dire non, viens et tout. Mais je tombe sur une dame et je remercierai jamais assez Dieu, parce que je pense que c'est Dieu tout simplement, qui a le courage de venir. Non seulement de venir, mais de m'arrêter en fait. Et cette dame-là, je la vois encore, elle vient, elle tient mon pied. Elle me regarde d'une manière, elle me dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et je sais pas, dès qu'elle me dit ça, je prends peur, je cours et je repars chez moi. Mais c'est là, c'est la première tentative de suicide que je fais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ? Ça a 12 ans, là. 12 ans et demi. Même chose. Pas du tout. Même chose dans le sens acte qui est posé. Mais là, c'est... Je sais pas si je peux dire que c'est le pire. Dans le sens où... Je pense pas qu'il peut avoir des pires. C'est différent. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je me retrouve face à une personne violente. D'accord. Donc là, c'est la violence. Ouais. Et en fait, ce qui se passait, c'était que avec le cousin et le grand-père, il n'y avait pas de violence. Il y avait plus de l'influence. Voilà. Il y avait plus de la... C'est ça, en fait. C'est ce côté pervers. C'est manipulateur qui te fait croire qu'il te fait c'est bien, avec un regard d'agneau, mais avec les gestes d'un loup, en fait. Tu vois. Mais là, c'est vraiment... J'en parle, j'ai des frissons. C'est vraiment... il sait ce qu'il veut faire et il va y arriver. Et je sais pas comment t'expliquer, mais ça fait peur. Ça fait peur, surtout que là, encore une fois, c'est une scène improbable. C'était un jour, c'était la nuit. Mes frères devaient aller au foot. Et en fait, il y a un de mes frères qui me demande d'aller récupérer une chaussette là-haut. Il me dit, ouais, va me récupérer ma chaussette. Et je ne sais pas va savoir comment, au moment où je monte les escaliers, parce que j'avais 2 étages chez moi, le premier escalier, le deuxième, à partir du deuxième,
la personne est derrière moi. Mais je ne sais pas comment, en fait, c'est arrivé parce que, pour te dire, même ma mère qui est dans le salon, jamais ça aurait été probable qu'elle me laisse monter avec quelqu'un derrière moi. Donc il a dû faire ça de manière subtile, peut-être qu'il avait son idée là depuis le départ. Et quand il se retrouve derrière moi, en fait, on rentre tous les deux dans la chambre, mais c'est vrai que je me questionne, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Parce que même quand il vient à la maison, s'il monte là-haut, dans la chambre des garçons, c'est avec les garçons. Et voilà, en fait, quand on arrive dans ma chambre, du coup, parce qu'il me suit, et je vois qu'il rentre dans ma chambre. Et le regard qu'il va me poser, en fait, je sais pas, j'arrive pas à le matérialiser, mais... Un regard sombre. Tu peux même pas expliquer. En fait, je sais pas si... Je me suis dit à ce moment-là, c'est la fin. Et c'est bizarre parce que je savais qu'il y allait avoir ce côté-là d'attouchement, parce que malheureusement, quand je suis face à un homme, j'ai l'habitude que ça dérape, tu vois. Mais lui, je sais pas, sur le coup, je me dis, mais il va me frapper. Il va me faire du... Si, tu vois dans son regard que la personne... Et c'est une personne que je redécouvre parce que c'est pas quelqu'un... Tu sais, c'est un grand frère de base. C'est quelqu'un qui vient manger à la maison. C'est quelqu'un de la famille. Tu sais, quand t'as un ami, mais c'est plus de l'ami, c'est de la famille. On est proches, nos mamans sont proches. Et là, ça se passe, je sais pas, mais ça va hyper vite. Ça va hyper vite et à la fois, ça va hyper lentement. Et du coup, il m'attouche, mais il est très violent. Il est très brusque, il est violent dans ses faits, en fait. Et ça m'a traumatisée. Et c'est de là que, au-delà de la peur des hommes que j'avais avant, c'est de là que les réflexes que j'avais envers les hommes se sont développés. Moi, par exemple, ceux qui me connaissent, genre, je suis quelqu'un d'un peu peureuse, tu vois. Un peu moins aujourd'hui. Faut pas qu'on te touche, faut pas que... Faut pas. On veut pas qu'on te surprenne. Ouais, faut pas me surprendre. Tu vois. Ça, c'est aussi... Il y avait d'autres choses aussi qui expliquaient, mais c'est vraiment ce côté... tu vas vouloir me checker, j'en sais rien. Mais dans ma tête, c'est directement, oulala, distance. Faut pas toucher mon corps. Alors ça, faut pas toucher mon corps. Faut pas avoir de gestes affectueux envers moi. Il faut pas, tu vois. Et là, je prends immédiatement peur, en fait. Je me dis, je me vois en train de serrer les dents parce que... Et j'attends que tout ça se passe. Et, tu sais, quand il fait ça, en fait, je lui dis... Je me dis, en fait, dans mon corps, je me dis, laisse-toi faire, tu vois. Et je comprenais pas. Ouais, je comprenais pas pourquoi lui, il continue à être violent alors que... C'est rien. Tu vois. Waouh. En tout cas, c'est 3 histoires la plus marquantes de la vie d'un être humain, d'une femme, d'une jeune fillette. Avec tout ce que tu viens de relater, de raconter aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui dire à la personne qui a vécu ou qui vit la même situation que toi aujourd'hui? Vraiment que ça puisse sortir vraiment du profond de toi, que tu puisses vraiment sauver au moins une personne. Sortir du silence, mais de n'importe quelle manière, en fait. Vraiment. Il y a une grosse phase, c'est vrai qu'il y a une phase d'acceptation. C'est fait. Tu vois, moi aujourd'hui j'en parle, j'apprends à l'accepter. C'est fait. Voilà, il y a 2 choses différentes pour bien préciser. Tu l'as accepté, mais tu ne le portes pas. Exactement. Et ça ne définit pas la personne que vous êtes. Ouais. C'est pas de votre faute. Il n'y a aucune honte à avoir. C'est des choses que... On rentre dans une forme de culpabilité et c'est destructeur. Exact. Parce que j'entends des fois des discours... je suis passée à l'acte parce que la dame, elle était mal habillée. Parce qu'elle avait une jupe courte. Il n'y aura jamais rien qui justifiera un acte comme ça. Jamais. À partir du moment où vous dites non, il n'y aura jamais aucun acte pourra justifier. C'est un crime, ce qui s'est passé. Et sortir de cette honte-là de pouvoir en parler, tu vois, c'est important parce que si tu n'en parles pas, si tu ne trouves pas ce repère-là, et c'est là, en fait, la question de l'entourage.
Si autour de toi, tu n'as pas des hommes et des femmes providents, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des personnes exemplaires. Des personnes exemplaires, des figures. À qui tu peux en parler? Très important. C'est important d'en parler parce que la première fois où j'ai décidé d'en parler à une amie, c'est là que je me suis rendu compte que la porte, elle était libérée déjà psychologiquement. Vous n'allez pas vous rendre compte. En fait, à partir du moment où la parole est libérée, c'est là qu'on se rend compte du poids que vous aviez à l'intérieur, en fait. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais des fois, tu vas dire un truc, tu vas dire « Ah, en fait, ça me fait du bien. » Voilà. Tu te libères, libères. Ça se décharge. Exactement. Et c'est pas une honte. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est quelque chose qui s'est passé, il faut l'accepter, certes, mais ça ne définit pas la personne que tu es. Tu es une personne à part entière. Tu as été victime de choses, oui, certes, mais tu seras appelée à être... T'es une merveilleuse femme, en fait. Ça arrive aussi aux hommes. Ouais. Très clairement. C'est pas... Là, aujourd'hui, je suis... Mais homme ou femme. Et en fait, vraiment, pour moi, la base, la clé, parce que la communication entraîne ensuite, entre guillemets, la thérapie, mais sortir de ce silence-là. Trouvez-vous des personnes à qui vous pouvez en parler, ne serait-ce qu'une amie, ne serait-ce que j'en sais rien. Et n'ayez pas peur d'en parler, en fait. Regardez la peur, où est-ce que ça m'a emmené moi aujourd'hui. Moi, des fois, j'avais l'impression de perdre avec plus de recul, j'avais l'impression d'avoir perdu des années, parce que la peur m'a empêché Si j'avais parlé à ce moment-là, n'ayez pas peur. C'est pas vous qui devez avoir peur. Vous êtes la victime dans l'histoire. C'est important ce que tu dis. S'il y a une personne qui devrait, entre guillemets, avoir peur, c'est eux. C'est la personne qui pose ces actes-là. Alors pourquoi tu vas porter quelque chose qui ne t'appartient pas? Tu vas porter une peur qui... C'est pas toi, en fait. Toi, tu n'as rien demandé. Tu as été victime d'actes qui sont punis aujourd'hui par la loi. C'est un fardeau que tu ne peux pas porter. Au-delà de la reconstruction de toi, tu vas encore porter ce fardeau-là de quelqu'un d'autre. La peur, la culpabilité, mais tout ça, c'est lui, en fait. C'est la personne qui vous a fait ça qui devrait avoir peur, se sentir coupable, tout ça. Wow. Et nous, en fait, parce qu'on est occulté, on va se prendre ce fardeau-là, mais hors de question, en fait. Hors de question. Hors de question que vous voulez protéger. Non. Il y a personne à protéger, en fait. Il y a personne à protéger. Donc, il faut parler. Il faut parler. La différence aujourd'hui, c'est que je suis plus la même. J'ai plus le même environnement, j'ai plus les mêmes personnes qui m'entourent. Au-delà de ça, j'ai donné ma vie à Dieu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déclenchées. J'ai plus la même vision qu'avant, tu vois. En parlant de ça même d'ailleurs, excuse-moi de te couper. Quel a été ce changement depuis que tu t'es donné complètement à Dieu? Incroyable, c'est... Je sais même pas comment expliquer. Une renaissance, une personne de nouveau? Ouais, j'ai l'impression y a un nouveau raisonnement. Et puis quand on dit vraiment que Dieu vient prendre tes fardeaux, c'est... Des fois, j'ai pas de mots exprimés, mais je sais que ce que je porte là, il y a quelqu'un qui le porte. Qui l'a porté à ma place, tu vois. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est vraiment... Je me suis retrouvée dans une atmosphère d'amour, de me dire que je suis pas bizarre, en fait. Je suis pas bizarre. Tu es importante. Je suis importante, que je suis pas un objet, que je suis pas un goûter, que je suis une femme à part entière, que mon corps c'est le mien et personne n'a le droit d'en abuser. C'est moi qui décide de mon corps, tu vois. C'est pas tout le monde vient faire ce qu'il a à faire et puis il part. Exactement. Tu vois. Et avec tout ce que tu as vécu aujourd'hui, tu sauras comment être en tant que mère. Yes. Il faut y travailler. C'est pour ça que je dis, la parole aussi, quand on libère la parole et qu'on a une personne en face de nous, personnellement, moi, quand j'entends le discours des autres, ça me fait prendre conscience. Et pour moi, la prise de conscience, c'est la clé du départ, en fait, de la reconstruction. À partir du moment où on prend conscience des choses, et ce, relativement tôt, ça nous permet de guérir de certaines blessures. Plus vite. Plus vite, j'en sais rien, mais relativement tôt. Imaginons, si j'étais restée dans le déni, si j'en avais pas parlé, et par exemple, je serais dans le mariage. Passons au rire. Ouais. Qui est Anaïs aujourd'hui? Ouais. Qui est-elle, cette jeune femme? 22 ans seulement. 22 ans.
Qui es-tu aujourd'hui? Nouvelle identité. Aujourd'hui, nouvelle identité. Alors, raconte-nous un Christ, peu. déjà. Je sais que tu as des talents cachés. J'ai entendu un peu, je me suis renseigné un peu sur toi. J'ai eu de bons retours. Donc, c'est quoi ces talents cachés que tu viens de découvrir là? Ouais. Tu passes de objet, aujourd'hui tu passes à, pour moi, une future star. Hein, parce qu'il faut le dire, tu es vraiment talentueuse. Et qui es-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, voilà, Anaïs, avec son passé certes, mais qui reste bien dans le passé. Et j'apprends à le... Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai toutes les clés autour de moi. Et c'est ça qui est important. Je me sens relativement mieux. Beaucoup mieux. Parce que rien que le fait d'en parler, normalement, je ne parle pas. Je suis très renfermée. Je me redécouvre en fait. Je me sens bien. J'ai donné ma vie à Dieu. Aujourd'hui, je sers Dieu dans le ministère de la louange et de l'adoration. En tant que chantre, ça m'a ouvert plein de portes. Je me sens bien, même si des fois, il y a des moments où ça peut être compliqué, mais je me sens bien et j'ai envie d'aller bien. À partir du moment où tu projettes ton bien-être, les actions qui sont mises en place, c'est forcément pour ton bien-être, tu vois. Et aujourd'hui, ça va, je suis bien entourée, j'ai une équipe qui travaille avec moi, j'enregistre des sons. D'accord. Chantre. J'enregistre des sons, enfin, j'ai des gens qui travaillent avec moi, j'ai des managers incroyables, enfin, je suis bien entourée. Et ça va mieux, franchement, ça va mieux. Et en parlant de manager, justement, il y a un manager qui est un manager exceptionnel et unique. C'est pas n'importe quel manager. Ouais, c'est mon frère. Ah. Ouais. Celui qui est aujourd'hui ton manager, celui qui te suit, qui t'encourage. Ouais. Vraiment. Et c'est lui, franchement, c'est mon frère. Franchement, c'est pour ça que je dis, je peux même pas le limiter à mon frère, c'est toute ma vie. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est tout en un. Et de base, on n'avait pas forcément une bonne relation, mais c'est pas du jour au lendemain, ça s'est fait vraiment parce qu'on avait vraiment des problèmes de grosses conflictualités. Mais aujourd'hui, c'est tout, c'est lui. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'il pense de toi. Parce qu'on a échangé. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense de cette situation. Aujourd'hui, pour lui, le plus important, c'est toi. À travers toi, c'était émouvant. À travers toi, lui, il sait où il va. Wow. À travers toi, il connaît son identité et l'histoire de sa famille. Et pour lui, aujourd'hui, quitte à ce que tu dises à haute voix ce que beaucoup pensent tout bas, ou dire à haute voix ce qui est tabou chez nous, tant que toi, tu es libéré de tout ça, lui, il est libéré. Parce que lui, c'est ton bonheur qui passe avant toute chose. C'est fort. C'est très fort et j'encourage aux gens de parler, de communiquer, d'échanger. Il y a toujours une personne qui sort du lot dans votre famille. Dites-lui les choses. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne sous-estimez pas la puissance de la parole. Exactement. Aujourd'hui, il est très très fier de toi et il t'encourage. Et pour moi, il sera toujours là. Peu importe ce qui se passe. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ton courage. Merci pour tout. D'ailleurs, je peux même dire merci. Je peux même les enchaîner. Et je finirai vraiment avec le silence tue votre existence. Si vous restez silencieux ou silencieuse, vous n'existerez pas. Et pour clôturer, tu peux quand même nous faire une petite vocale. Je sais que une chanson, n'importe quelle chanson que tu veux, qui te fait plaisir. Mais en tout cas, je veux quand même qu'on clôture avec ça, que ça puisse faire du bien à cette émission. Il y a une chanson qui me vient à cœur comme ça, c'est Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Voilà. Merci. Et je voulais me remercier aussi pour le deuxième manager, tu en as 2. Yes. Je sais pas comment on fait pour être aussi charismatique. Charisme, hein. Ouais. Charisme, ouais.
Je vous ai observé, j'ai vu qu'il y avait comme une complicité entre vous, tu te sens bien avec elle et c'est pas pour rien que c'est ton manager. C'est pas pour rien. Oriana, force à vous. Merci. Force pour ta carrière, parce que après ça, tu vas avoir une carrière, je te le souhaite. Vraiment, que Dieu vous accompagne du début jusqu'à la fin. Merci à toi. C'était chez Monsieur K, à cœur ouvert. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. En France, c'est 2,5% des femmes contre 0,3% des hommes qui révèlent des violences sexuelles incestueuses subies avant l'âge de 18 ans. Brisez le silence. Parlez-en.